Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Typo l'Hebdo entièrement consacré cette semaine à la politique avec nos trois invités. Bonjour messieurs, merci d'avoir pris place sur notre plateau. Alors Aurélien Jacques, vous êtes membre du Front de Gauche, responsable des actions jeunesse. À vos côtés, Nicolas Besser, vous êtes membre et représentant aujourd'hui du Parti Socialiste. Et Benjamin Lemaitre, vous êtes responsable des actions militantes pour le Front National en Saône-et-Loire. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de cette analyse pour, je l'ai dit, une émission qui sera consacrée à la politique. Alors l'occasion pour nous de revenir sur les 2 semaines qui ont suivi l'élection de François Hollande à la présidence de la République. C'était le 6 mai dernier. S'en est suivi la passation de pouvoir, la composition du gouvernement. Mais encore, les premiers déplacements officiels à l'étranger pour le chef de l'État. En Allemagne, c'était le mardi 15 mai, jour de la passation de pouvoir d'ailleurs, pour évoquer les sujets économiques européens avec son homologue Angela Merkel. Et puis, encore ce déplacement, à partir d'hier, officiel, aux États-Unis, où François Hollande a pu rencontrer Barack Obama. Alors, un déplacement en vue du G8 qui se tient à Camp David, la résidence secondaire des présidents américains, et en vue également du sommet de l'OTAN à Chicago, un déplacement qui, pour le président français, a débuté par un entretien dans le bureau ovale avec son homologue Barack Obama. Alors pour commencer justement et pour planter le décor, j'aimerais que l'on revienne en arrière ce dimanche 6 mai à 20 h, les résultats officiels tombent et c'est François Hollande qui est élu président de la République. Messieurs, où étiez-vous à ce moment-là? Quel était votre état d'esprit et vos réactions? Aurélien Jacques? Bonjour, tout d'abord bonjour. Donc le soir du 6 mai, j'étais avec des camarades pour suivre les résultats du second tour de la présidentielle. Fait assez historique, donc c'est le premier président élu depuis 24 ans, premier président de gauche. Donc à la fois une énorme satisfaction d'avoir battu Sarkozy et la droite, d'avoir battu par la même occasion les thèses de l'extrême droite, puisque Sarkozy avait validé, il y avait une fuite en avant du pouvoir vers des idées plutôt xénophobes et pas très tolérantes. Donc grosse satisfaction par rapport à ça. Et en même temps, conscient de la responsabilité qu'a la gauche et qu'aura François Hollande et le Parti Socialiste tout au long du quinquennat. On sait qu'il y a beaucoup de choses à remettre en cause, notamment au niveau européen. Donc voilà, il y a la bataille des législatives qui a commencé d'ailleurs. Tout le monde a des candidats et donc c'est la campagne qui commence pour faire élire un maximum de députés du Front de Gauche et faire en sorte que le programme L'Humain d'abord puisse être porté à l'Assemblée nationale. Et j'ajouterais que je suis aussi très satisfait que la victoire de François Hollande ait pu se faire grâce aux 4 millions de voix qui ont été apportées par le Front de Gauche au second tour. Voilà. Nicolas Besser. Bonjour. Donc en fait, moi le 6 mai, j'étais donc toute la journée déjà dans les bureaux de vote, parce que c'est très important d'être là pour faire vivre la démocratie. Et ensuite, donc le 6 mai, donc le soir, j'étais donc avec l'ensemble de mes amis et de mes camarades. Donc on a vu le résultat donc à 20 h. Donc c'était pour nous, là c'est qu'on fait une campagne très intense sur le terrain et je tiens d'ailleurs donc à remercier tous les militants, les sympathisants, les volontaires qui ont fait une campagne très intense. Je pense là c'est notamment en fait au porte-à-porte. On a frappé à des milliers de portes et je pense que le résultat du 6 mai c'est dû à ça aussi. Donc en fait on a ressenti de la joie, du bonheur, de l'émotion parce que pour tous les jeunes gens de ma génération, c'était la première fois qu'on voyait l'élection d'un président socialiste. Mais en fait, tout de suite après, on a quand même vu la responsabilité, la gravité de ce qui nous attend. Parce qu'on connaît la situation de notre pays, les déficits, le chômage, la perte de la compétitivité. Donc c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, mais je pense que ce qui s'est passé le 6 mai, c'est avant tout de l'enthousiasme, de l'espoir, une volonté de faire vivre le changement. Voilà. Benjamin Lemaitre, votre réaction alors, votre sentiment? Donc moi le soir du 6 mai, nous étions en soirée entre amis militants frontistes. Nous attendions le résultat qui était plus ou moins sans surprise, un rejet de Sarkozy, on s'en doutait. Un vote plutôt de contestation plutôt que d'adhésion.
sans surprise et sans attente, parce que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, pareil au même, les frères jumeaux. Ouais, c'est votre sentiment? C'est mon sentiment, oui. Donc alors, les images qui ont suivi, vous les analysez pardon, de la même façon, je pense à la commémoration du 8 mai, avec nos deux présidents, l'un élu, l'autre sortant, côte à côte? Exactement. Deux présidents, Sarkozy, Hollande, peu importe. Le résultat, c'était la même chose, ils sont dictés par l'Europe qui écrase les pays, dont la France, les autres. Pour l'instant, on va rester sur la France. Donc c'était sans importance. Eh ben, je vous propose d'avancer, à moins que quelqu'un veuille réagir ou ajouter quelque chose, je vous propose d'avancer un petit peu dans notre chronologie, passer le 6 mai, donc je l'ai rappelé, la commémoration du 8 mai. Je n'ai pas posé la question à vos deux collègues. Pour vous, cette commémoration du 8 mai avec ces deux présidents apaisés qui venaient de se livrer une campagne, c'est vrai, sans scrupule, hein, il faut le dire. Est-ce que c'est une image qui vous a rassuré, une image d'une transition paisible ? Pas une image rassurante, parce que revoir une fois de plus Nicolas Sarkozy à la télé, ça faisait pas forcément plaisir. Et puis non, simplement la normalité des choses. Un président qui vient d'être élu, pas encore investi, qui est aux côtés du président sortant pour les cérémonies du 8 mai. Rien de particulier à ajouter, quoi. C'est la République et son protocole qui avance, quoi, c'est tout. En fait, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que après une campagne qui a été très intense, beaucoup de combats, beaucoup de controverses, je pense que donner en fait une image d'unité de la France 2 jours après un second tour, je pense que ça a été très apprécié par les Français, donc aussi bien ceux de droite ou ceux de gauche, ceux qui ont voté pour Sarkozy comme ceux qui ont voté pour nous. Et c'était important à cette occasion quand même qui est la victoire des Alliés, donc en 1945, qu'il y ait cette image de rassemblement, d'unité, donc autour des valeurs de la République. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, ça n'enlève pas toutes les controverses qu'on a eues, toutes les difficultés qu'on a eues lors de cette campagne, mais c'était important, je pense, pour les Français de montrer que le pays maintenant rentre dans une ère qui est nouvelle. Et c'est ce qu'on voulait, nous, le rassemblement. Donc voilà. Alors, avançons un petit peu. Le jour de son investiture, François Hollande prenait l'avion, un avion d'ailleurs touché par la foudre, ça c'est l'anecdote. Il a dû faire demi-tour pour repartir ensuite à Berlin, rencontrer son homologue, Angela Merkel. Alors avant son élection, François Hollande menaçait de ne pas ratifier le texte du pacte budgétaire si celui-ci n'était pas accompagné d'un fameux volet croissance. C'est une chose qu'on a entendue pas mal de fois pendant la campagne, qui a été rappelée par François Hollande. Alors tout oppose a priori François Hollande et Angela Merkel, même s'ils ont présenté quand même de bons rapports devant les médias. Est-ce que vous croyez qu'Hollande arrivera à un accord, arrivera à faire renégocier ce pacte budgétaire? Benjamin Lemate? Je ne pense pas, on l'a vu, ils sont clairement d'accord pour garder cette austérité qui va tuer cette Grèce, on le voit très bien. Et aujourd'hui, François Hollande ne veut rajouter qu'un mot sur ce pacte. Bon, on sait très bien que les deux sont d'accord, il n'y a rien de plus à rajouter. Un mot croissance. Croissance, exactement, tout à fait. Nicolas Besser? Ça ne vous étonnera pas que je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire mon interlocuteur. On est là pour discuter aussi des idées. Voilà. Moi, je pense que le président de la République avait un engagement très clair lors de cette campagne, c'est de mettre un volet de croissance dans le traité. Et je pense que c'est pas qu'un mot. Là, c'est la croissance, c'est aussi des politiques. Je pense en termes d'industrie, je pense en termes de rebond aussi, parce que c'est un engagement qu'il avait pris. Je pense qu'il s'y tiendra, je pense que c'est très important. On voit que déjà ça commence à bouger un tout petit peu. On voit que Mario Draghi, le président de la Banque centrale, est sur cette ligne-là. J'ai vu que Barroso, donc également, j'ai vu que plusieurs chefs d'État et de gouvernement, je pense au niveau de l'Italie était d'accord avec nous. Je pense que on voit bien que les politiques d'austérité qui ont été faites en Grèce
ne marche pas. Et c'est important qu'en fait on ait ce volet de la croissance, et c'est un engagement fort du président. Je pense qu'il s'y tiendra. Bon, il va falloir voir ça avec tous nos partenaires. Et de toute façon, s'il n'y a pas ce volet de croissance, on a dit qu'on ne ratifierait pas ce traité. Donc voilà. Donc laisser la croissance, c'est plus qu'un mot. Ce sont des politiques qui sont très importants à mettre en œuvre. Et donc en fait, on s'y tiendra. Et c'est, je pense, un long combat, mais je pense que ça vaut le coup d'être tenté. Aurélien Jacques, votre réaction à ce sujet? Donc, première rencontre pour François Hollande avec Angela Merkel. Donc, ça paraissait important d'aller dire aux Allemands ce pourquoi Hollande avait été élu, c'est-à-dire renégocier ce fameux traité. Moi, ce que je vois perso aujourd'hui, c'est qu'au du côté du Parti socialiste, on ne parle plus de renégocier le traité, on parle simplement de l'ajuster. Effectivement en ajoutant ce mot croissance. Donc pour les moins jeunes d'entre nous qui se souviennent certainement déjà de l'espoir qu'il y avait eu en 97 quand la gauche était revenue au pouvoir, Lionel Jospin nous avait vanté le traité d'Amsterdam en expliquant qu'il allait le renégocier et qu'il allait placer un volet croissance. Résultat, il n'y a pas grand chose qui a changé. Je pense que c'est au-delà d'un mot. Je pense que pour créer de la croissance en Europe, pour recréer de l'emploi et pour recréer pour redonner du pouvoir d'achat au peuple, je pense que ça passe par des actes qui sont la refonte des statuts de la Banque Centrale Européenne, et qu'elle puisse prêter directement aux États afin que les États puissent mener des politiques industrielles ambitieuses en matière de création d'emplois, aussi en matière sociale et écologique. Ça doit s'accompagner de la création d'un fonds de développement social européen qui aille justement dans le sens de l'emploi et toujours du soutien aux entreprises et pas qu'aux grandes multinationales qui travaillent sans arrêt avec les marchés au détriment des peuples d'Europe. Et puis c'est évident qu'il faut sortir de toutes ces logiques d'austérité qui n'apportent finalement que de la récession. Nous, on pense qu'il faut au contraire redonner du pouvoir d'achat, redonner de l'espoir aux gens et aussi relancer notre économie en envoyant des signes forts. Je crois pas que Mario Draghi soit sur cette position-là. C'est sur un volet croissance qu'il faut ajouter. Après, c'est surtout apparemment sur des mesures structurelles qui veulent le faire, et c'est avant tout toujours en faisant porter la faute sur le coût du travail, ce fameux coût du travail, et c'est là-dessus qu'ils espèrent gagner de la croissance. Et nous, on pense que non, il y a de la richesse qui est créée en France, mais aussi dans toute l'Europe, et qu'on peut la récupérer et la redistribuer plus équitablement. Voilà. En fait, moi, là, si je partage ce que vient de dire notre représentant du Front de gauche, en fait, je suis tout d'accord, je suis d'accord avec lui, mais en fait, on a dit très clairement que les politiques d'austérité, en fait, on n'en voulait plus. Je pense que ça commence à bouger au sein de l'Europe. Laisser la vision qu'a proposée la chancelière d'Allemagne commence à être rediscutée. C'est un long processus. On ne peut pas tout faire de suite et dire donc il faut faire ci, en fait il faut faire ça. Je pense que c'est un processus qui s'engage, et en fait il y aura des renégociations, il y aura des discussions dans les prochains mois, et là c'est par rapport à ce qui se passe en Grèce. Quand on voit qu'apparemment la chancelière a proposé un référendum pour la sortie de l'euro, je trouve ça quand même assez grave, parce que si la Grèce sort de l'euro, c'est toute la zone qui tombe, quoi. Donc en fait on voit qu'il y a quand même un bras de fer, un combat qui s'engage au sein de l'Europe, et voilà. Et donc en fait je pense qu'on va les mener avec toutes les forces de gauche, toutes les forces de progrès. Je pense que le Front de gauche a toute sa place, hein. Et donc là, si je l'invite à ce qu'on s'engage dans cette voilà, quoi, et voilà. Si je peux me permettre, oui, il y a quand même des signes forts qui auraient pu être envoyés par le Parti socialiste. Je pense
Je pense il y a quelques mois, lorsque le mécanisme européen de stabilité a été présenté à l'Assemblée nationale et qu'il a été voté par la droite et où les députés PS se sont abstenus, ils auraient pu envoyer un signe fort et dire par là que oui, cette Europe-là de l'austérité, ils n'en voulaient pas et qu'ils voulaient aussi, comme le Front de gauche, une Europe sociale. Malheureusement, je pense qu'on ne se retrouve toujours pas là-dessus. Et lundi dernier, à Bruxelles, à l'Europarlement, donc à la majorité de droite, la règle d'or a été adoptée au niveau européen. Et une fois de plus, les députés socialistes français se sont abstenus. Donc, alors que François Hollande venait d'être élu, ça aurait été un signe fort aussi que les socialistes français auraient pu envoyer d'une part aux socialistes européens, aussi au peuple européen. La Grèce n'attend pas qu'on renégocie actuellement. L'Allemagne est en train de faire pression pour faire en sorte que les élections ne puissent pas se tenir dans 3 semaines. Ils savent très bien qu'il y a un gros risque que la gauche radicale et que le Front de gauche, par l'intermédiaire de Syriza et d'Alexis Tsipras, puissent arriver au pouvoir et former un gouvernement. Et c'est clair que ça serait vraiment la rupture dans le pacte austéritaire qui lie les pays européens actuellement. Donc on espère vraiment et on attend plus de ce côté-là que d'une éventuelle renégociation. Pierre Moscovici a été très clair, il parle de redressement. Il faut. Il parle de redressement, mais je veux dire, on est sur des mots austérité, rigueur, redressement, on y va tout doucement, quoi. Donc, en tout cas, je pense que tous les trois, on arrivera à vous accorder sur un point, cette opposition contre cette politique d'austérité. Voilà. Pour clôturer ce chapitre, justement, c'est vrai que pendant sa campagne, François Hollande se posait clairement comme, avec la volonté de renégocier vraiment ce traité. Et mardi, Aurélien, vous le disiez, il a lâché quand même un compromis. Je le cite, là, François Hollande, la méthode dont nous avons convenu consiste à mettre toutes les idées, toutes les propositions sur la table et à voir ensuite quelles sont les traductions juridiques pour les mettre en forme. Est-ce que François Hollande s'est retrouvé face aux réalités et s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça? Non, moi je pense que quand on veut une renégociation, il faut mettre tous les éléments sur une table. Donc en fait, il a très clairement dit que lui, il mettait ses propositions, celles qu'il a défendues pendant la campagne. Je pense relance par la croissance et non réduction sans fin des dépenses. Je pense redressement laissé pour une politique qui soit industrielle. Donc voilà, en fait, c'est quand on renégocie, quand on rentre dans une négociation, il faut avoir des propositions sur une table, à mettre sur une table. Il faut que nos partenaires donc en mettent également. Et puis après, c'est un compromis qui se trouve. Je pense que ça a toujours été fait comme cela, et c'est comme cela que l'Europe permettra d'avancer. Voilà. Et ça, voilà. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir peur du mot négociation et pas avoir peur du mot compromis. Je pense que ça fait partie de ce que l'Europe a fait depuis plusieurs décennies. Et voilà. Mais en fait, il faut y aller avec nos convictions et être ferme. Voilà. Mais il faut être toujours prêt à être au compromis. Voilà. Et c'est le sens, je pense, de l'action que mène le nouveau président. Benjamin Lemaitre, peut-être pour conclure sur cette question-là. Moi, je pense qu'il vient d'arriver dans le monde de la réalité. Il terminer la campagne, les beaux discours, les belles promesses. Il est là, il y a la chancelière en face de lui, et il s'aperçoit qu'il ne pourra rien changer. Clairement, même en renégociant, même dans il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, il ne pourra pas changer ce traité. Alors, il n'est pas tout seul, même en France d'ailleurs, j'allais y venir avec la nomination du gouvernement. Donc, il était annoncé, on a eu les résultats officiels mercredi. Jean-Marc Ayrault est Premier ministre. Revenons sur la composition de ce gouvernement, un gouvernement qui avait été promis paritaire. Alors la promesse est tenue, 34 ministres, dont 17 femmes. Votre réaction sur... alors les engagements sont tenus, Benjamin Lemaitre? Les engagements sur la parité, oui. 17 femmes, 17 hommes, 34 ministres. Bravo. Ensuite, la parité, on s'aperçoit qu'il n'y a que des personnalités de gauche. Bon, il y a Cécile Duflot, ça reste à gauche. C'est un peu normal. Pour une ouverture, pas tellement. Vous attendiez un ministre Front National, par exemple? On peut toujours espérer.
On peut toujours espérer. Non, mais bon, il y avait des beaux petits discours d'ouverture et je vois que, bah non, c'est la gauche. Alors sur cette question de la nomination du gouvernement, Aurélien Jacques. Tout d'abord, nouveau gouvernement, donc je pense qu'on peut d'abord lui souhaiter de bonnes chances, même si on n'a pas fait campagne pour le même programme, etc. On espère quand même que les choses vont évoluer positivement pour le peuple français. Sur les nominations, ouais, 17 femmes, 17 hommes, moi ça me paraissait important qu'ils respectent la parité. Sur le nombre de ministres, je sais pas, à un moment donné, on est obligé d'avoir un nombre de ministres assez conséquent parce qu'il y a des problématiques en France qu'il faut gérer. Je pense que voilà, qu'il faut s'attaquer au dossier et s'y attaquer frontalement. Donc, 32 ministres en comptant les secrétaires d'État sous Fillon 3. D'accord, ouais. Donc on est à 2 ministres de plus et voilà, avec la création d'un ministère du droit des femmes, justement une personne qui va s'attacher à travailler réellement sur cette question de parité homme-femme et sur cette question d'égalité homme-femme au travail dans la société. Donc moi ça me paraît important qu'il y ait un ministère en plus qui soit créé pour ça. Et puis après sur les ministres, bon voilà, les postes les plus stratégiques économiquement et socialement sont une part belle faite à la social-démocratie française. Et l'aile gauche du PS est représentée, mais sur des ministères malheureusement moins importants. Le ministère de l'économie sociale et solidaire est revenu à Benoît Hamon. On espère que des choses pourront réellement être faites dans le sens de l'économie sociale en France. Voilà. Nicolas Besser, je me tourne vers vous pour une question un petit peu plus personnelle. La grande absente de ce gouvernement, Jean-Marc Ayrault, c'est Martine Aubry. Et je crois savoir que vous étiez coordinateur de Martine Aubry lors des primaires socialistes l'an dernier. Une déception que la première secrétaire du PS ne soit pas représentée? Non. Je pense que c'est un choix qu'elle a fait. Moi, je pense qu'elle a décidé d'être loyale. En fait, elle a décidé de ne pas être dans le gouvernement parce qu'elle pensait qu'elle serait un petit peu plus utile en gardant la tête du Parti socialiste. Elle mènera la campagne avec responsabilité aux législatives en lien avec le Premier ministre, qui est le chef de la majorité maintenant. Je pense que c'est une grande figure de la gauche, qu'elle soit à la tête du Parti socialiste, qu'elle soit dans un ministère ou qu'elle soit à la tête de la mairie de Lille, elle gardera une place très importante au sein de la gauche. Là, c'est par rapport au gouvernement. Moi, c'est un gouvernement qui est très équilibré. On parlait de la parité, en fait, elle est faite. C'est la première fois que sous la 5e République, il y a un gouvernement paritaire. Très équilibré au sens aussi des forces. Je pense qu'on a commencé donc une ouverture. Il y a des ministres verts, il y a des ministres radicaux de gauche. Bon, c'est sûr que l'ouverture ne va pas jusqu'au Front National, mais ça, je pense que c'est pas une surprise. Mais après, je pense que après second tour d'élection législative, il y aura encore un élargissement de la majorité présidentielle. J'espère que nos camarades du Front de gauche prendront leurs responsabilités et qui nous aideront à mettre en œuvre la politique du gouvernement. Je pense peut-être à d'autres progressistes parce qu'on est ouvert également donc au-delà des frontières de la gauche, aux gens de progrès, aux républicains. Et je pense que c'est un gouvernement qui allie donc à la fois des personnes qui sont très expérimentées. Je pense à Laurent Fabius aux affaires étrangères, qui était sur une ligne plutôt de non au traité constitutionnel en 2005 et qui occupe le poste de numéro 2. Donc toi, c'est quand même un geste très important. Et très facile pour Laurent Fabius et très... Non, finalement incompréhensible, moi, d'aller quelqu'un qui a voté non au traité constitutionnel et qui va aller au sein d'un gouvernement qui ne proposait pas clairement la remise en cause des logiques ultralibérales en Europe, la remise en cause des logiques de rentabilité sur nos services publics, sur la santé, sur les transports, sur la culture, etc. Je veux dire, moi, ça me... Voilà quoi, je trouve. Après qu'il aille au gouvernement, qu'il ait envie de s'investir sur les affaires étrangères, voilà, qu'il le fasse. Mais après qu'on ne me vende pas ça comme vecteur de stabilité. Et je viendrai juste sur la responsabilité qu'aurait le Front de gauche à venir ou non au gouvernement éventuellement ou à soutenir une majorité PS à l'Assemblée. La responsabilité, elle est aussi et surtout sur les épaules du Parti socialiste. Avec son programme, il a la possibilité de porter des valeurs clairement à gauche et des valeurs clairement anti-austérité, de les porter au Parlement. Pour nous, on va s'attacher à ce qu'il y ait un groupe Front de gauche réellement fort à l'Assemblée,
pour pouvoir peser sur les politiques qui seront menées par le Parti socialiste, parce qu'on fait bien la différence entre les politiques menées entre l'UMP et éventuellement le Front National et les politiques menées par le Parti socialiste, au niveau des libertés, au niveau du droit des étrangers, au niveau du droit des femmes, au niveau de la parité. Mais on sait que voilà, il y a des choses à remettre en question et que ça sera pas forcément le cas. Donc ça sera une posture responsable, mais aussi et surtout penser à ce qu'a exprimé le peuple en rejetant Sarkozy et les politiques de droite et de régression sociale qui ont eu lieu depuis 5 ans, et aussi en pensant aux aspirations qui ont été traduites dans le programme Humain d'abord et qui seront portées par nos députés. Voilà. Pour conclure sur cette question, alors le résultat d'un sondage et une dernière question que je vous poserai, un sondage que l'on proposait sur notre page Facebook, la page Facebook de Typo, facebook.com/typomag. Êtes-vous satisfait du gouvernement Ayrault? Ont répondu oui 53,06% des suffrages exprimés et non à 46,93%. Alors, ce sondage était commenté. Les internautes ont pu nous poser quelques questions et ce qui revenait souvent c'était la parité. Et justement, oui, ce gouvernement est paritaire, mais j'ai pu lire plusieurs fois, il ne s'agit pas de faire de la parité pour de la parité. Alors est-ce que selon vous, certaines quand même figures se distinguent? Est-ce que certaines figures vous ont marqué? Ou est-ce que ce gouvernement a été fait à la va-vite et il fallait mettre autant de femmes que d'hommes sans réflexion derrière? C'est quoi votre point de vue sur cette question? Benjamin Lemat, on refait un tour? On refait un tour. Oui, je pense exactement que c'est ça. C'est un gouvernement qui a été fait à la va-vite. On va essayer de marquer le coup. On va mettre 17 hommes, 17 femmes, c'est bien, les gens ils vont être contents. Et au final, on voit qu'il y a des personnalités qui n'ont pas spécialement leur place. Vous pensez à quelqu'un? Lesquels, oui. Ça serait Plusieurs intéressant de personnes. Comme Taubira, oui. Ah bon? par exemple. Et pourquoi? À Monsieur Montebourg. Ah. À Monsieur Moi, je pense que Fabius. c'est une chance, moi, qu'on ait un ministre qui soit issu du département. Je pense qu'en fait, on Rien devrait tous que Monsieur Ayrault, Monsieur Ayrault. par exemple. Bon. D'accord. Alors avec monsieur Personne condamnée. oui, voilà, alors, la polémique qui a fait sur polémique, la République exemplaire et la condamnation de Jean-Marc Ayrault. Si c'est le Front National, il commence à nous sortir les casseroles des autres, on va peut-être pas débattre longtemps à mon avis, donc après, mais Bon, on pourra débattre longtemps, monsieur. Bon, c'est pas nous qui dirigeons la France pour l'instant. Donc autant être irréprochable quand on la gouverne. Mais en fait, on l'est. tout à fait. Mais aussi quand on prétend la gouverner. Ouais. On l'est aussi. Bien, bon, écoutez, je vous propose qu'on avance. Alors, le temps tourne. Concernant, pour clôturer cette émission, c'est le premier grand déplacement après celui de l'Allemagne mardi 15 de François Hollande aux États-Unis en vue du sommet du G8 à Camp David et le sommet de l'OTAN à Chicago. Alors, premier gros déplacement officiel pour François Hollande et sa compagne, Valérie Trierweiler. Quelles sont vos impressions sur ces premières images, sur François Hollande qui a été reçu dans le bureau ovale par Barack Obama? Des liens d'amitié, titrait même le Parisien ce matin. Est-ce que c'est cette image-là que vous avez ressentie en découvrant ces images? Nicolas Besser? Oui, en fait, je pense qu'aussi, donc après c'est la rencontre en Allemagne, je pense que c'était un grand déplacement pour le nouveau président. Aussi là, c'est quand il a rencontré le président des États-Unis, il a rappelé les engagements qu'il avait pris. Je pense le retrait des troupes françaises d'Afghanistan avant la fin de l'année 2012. Je pense que ça sera un thème qui sera évoqué lors du sommet de l'OTAN qui se tient donc dans quelques jours. Je pense aussi que c'est l'occasion d'apaiser la relation entre la France et les États-Unis. On a eu beaucoup de turbulences quand la France s'est opposée donc à la guerre en Irak. Ensuite, on a eu Sarkozy qui était plus américain que les Américains. Donc voilà, je pense qu'on va retrouver donc une relation d'équilibre entre nos deux pays. Et je pense que ça serait pas mal, c'est pour les relations qui viennent. Et là aussi, donc là, c'était un engagement. Donc, relation faite d'amitié, mais donc aussi d'engagement fort, je pense, donc au retrait de nos troupes d'Afghanistan d'ici la fin de l'année 2012. Et c'est un engagement et le nouveau président s'y tiendra également.
Aurélien Jacques, sur ce déplacement. Alors, parce que c'est vrai qu'on a longtemps critiqué François Hollande durant la campagne sur son illégitimité, je dirais, à exercer cette fonction de président de la République. Comment il vous est apparu, François Hollande, aux États-Unis? Déjà, moi, j'ai jamais parlé d'illégitimité pour François Hollande. Pour moi, c'est une personne, de toute façon, même si on ne partage pas le même avis, les mêmes idées politiques ou les mêmes convictions, qui est une personne de qualité et de compétence, un homme d'État capable d'être un président de la République au sens où on l'entend en tant que tel. Sur le déplacement aux États-Unis, il s'est bien déroulé, pas de coup de foudre, donc voilà. Et puis donc il vient porter le message à Barack Obama que la France, en Afghanistan, il y a eu une course en avant de nos troupes pour courir derrière les États-Unis. Nous, on pense aussi qu'il faut retirer nos troupes d'Afghanistan, qu'il faut laisser place à un État démocratique et surtout que l'armée afghane puisse reprendre en main la sécurité dans son pays. Donc c'est aussi, va falloir aussi peser sur les États-Unis pour que mettre en place leur départ d'Afghanistan peut-être un peu plus rapidement, ou au moins que certaines troupes partent assez rapidement. Je pense qu'on a possibilité aussi, par les relations entre Hollande et Barack Obama, de travailler à un meilleur équilibre, mais avec les pays du Sud. On peut, avec un président de gauche en France, aller aussi porter des choses aux États-Unis sur la coopération nécessaire avec les pays d'Amérique latine ou avec les pays d'Afrique ou d'autres pays en voie de développement. Ça paraît important et puis voilà, quoi, c'est tout ce que j'en retiens pour le moment. Alors à suivre, puisque le sommet de l'OTAN s'ouvre ce soir, je crois, ou demain, donc voilà, l'actualité reste encore à être vécue. Benjamin Lemat, pour conclure alors. Écoutez, oui, il parle de retrait des troupes d'Afghanistan. Espérons, nous le souhaitons. Tant d'années passées là-bas, tant de soldats français tués. Pourquoi? Pour quel résultat? Espérons qu'il tiendra au moins cette parole. Vous y croyez? J'espère, tout simplement. Au moins une. Une en 5 ans, ça serait pas mal. Il en fera plus qu'une. Espérons, pour le pays. Évidemment, on n'a pas abordé, j'ai pas abordé le sommet de l'OTAN aussi qui doit avoir lieu. Donc nous, on a une position qui est de dire que c'est au niveau des Nations Unies que doit s'organiser la coopération internationale, aussi bien en matière, là en l'occurrence en matière de défense. Et on est pour réellement que les pouvoirs et les missions de l'OTAN soient revus et largement transformés. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? C'est vrai qu'on a moins parlé peut-être du sommet de l'OTAN qui n'est pas encore... Non, en fait, j'ai une certaine convergence avec le représentant du Front de gauche. Je pense que là aussi, il faut une relation qui soit un peu plus apaisée, un peu plus constructive que ce qu'on a eu ces derniers temps. Et je pense qu'il faut une meilleure coopération entre les États-Unis, la France et les Nations Unies. Je pense aussi, en fait, on n'en a pas parlé, mais du dossier du conflit en fait au Proche-Orient. Je pense que là aussi, il faut qu'on arrive à à des convergences, une voie qui soit la même. Donc là, c'est pour les Israéliens puis pour les Palestiniens. Je pense aussi, là, c'est par rapport aux révoltes dans le monde musulman et arabe. Voilà. Je pense que il y a plein de dossiers qui nous attendent pour la diplomatie. Et j'ai plutôt confiance dans le nouveau président et dans l'administration des États-Unis. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous les trois, messieurs, d'avoir participé à notre émission. Donc, on a parlé de politique nationale et internationale, mais la campagne aux élections législatives, vous en avez un petit peu parlé. Je me permets de le signaler maintenant. Cette campagne, elle est lancée, elle donnera lieu à de nombreuses émissions organisées par la rédaction de Typo. Voilà, l'occasion pour les candidats de venir s'asseoir dans votre fauteuil, en face à face, pour un portrait, présenter un petit peu ses convictions, son engagement politique et son programme. Voilà, merci encore une fois. Merci. À vous. À bientôt, j'espère, sur le plateau de Typo. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, facebook.com/TypoMag, sur le site internet. Également, je vous invite à participer à notre sondage qui accompagne cette émission
Et le sondage qui a été dévoilé aujourd'hui, qui est toujours en activité pendant une semaine. Êtes-vous satisfait de la composition du gouvernement Ayrault? Voilà, à retrouver sur Facebook. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Typo l'Hebdo. À très bientôt.